sentido para a vida. Un sens à la vie. Nós vamos utilizar o pensamento de dois autores não espíritas. Nous allons utiliser la pensée de deux auteurs qui ne sont pas spirites. E vamos observar como Allan Kardec Et nous allons observer comment Allan Kardec teve a percepção real das nossas necessidades, a eu la réelle perception de nos besoins, apoiado pelos espíritos superiores, soutenu par les esprits supérieurs, quando ele identifica quand il identifie que, em realidade, todos nós buscamos um sentido para a vida. qu'en réalité, nous tous, nous cherchons un sens pour la vie. E a maior parte das vezes os nossos problemas são decorrentes do fato de nós não termos encontrado um sentido para a vida. Et dans la plupart des cas, nos problèmes, ils découlent du fait que nous n'avons pas trouvé le sens pour la vie. Ao longo do tempo, nas inumeráveis disputas vivenciadas pelo ser humano, Tout au long du temps, dans les innombrables disputes que l'être humain a vécues, ainda que pareça que o mal tenha vencido em algum momento, même si ça nous semble parfois que c'est le mal qui vainc, qui prend le dessus par un moment, o bem prevalece sempre. c'est toujours le bien qui prévaut. É o que dá sentido para a vida e para a nossa existência. C'est cela qui donne du sens à la vie et à nos existences. O Espiritismo vai oferecer uma profunda contribuição Le spiritisme va offrir une contribution assez profonde para que cada pessoa possa encontrar o sentido para a sua vida. pour que chaque personne puisse retrouver le sens pour sa propre vie. O primeiro autor que nós vamos citar é Edgar Morin, Le premier auteur cité, c'est Edgar Morin, no seu livro A Condição do Homem. dans le livre qui s'appelle La condition de l'homme. Ele diz que o homem difere de todas as outras criaturas, Il dit dans son livre, l'homme, il est différent de toutes les autres créatures, porque ele é consciente da sua própria morte parce qu'il a conscience de sa propre mort, e porque ele não se reconcilia inteiramente et parce qu'il ne peut pas se réconcilier complètement pelo fato dele participar do mesmo destino natural de todos os outros organismos vivos. par le fait qu'il... Desculpa, Carlos, eu perdi. Ele Tá? Ele... é o homem, ele não se reconcilia inteiramente por participar do destino natural de todos os outros seres vivos. Il ne peut pas se réconcilier parce qu'il participe de la destinée naturelle de tous les autres êtres vivants. Ou seja, o homem não se acomoda à morte. Cela veut dire l'homme, il ne peut pas comprendre, à s'accommoder à l'idée de la mort. É interessante que normalmente nós estabelecemos a diferença entre os animais e o homem Normalement, on établit la différence entre les animaux et l'homme. pela inteligência. Et cela, on le fait par l'intelligence. Mas os animais também têm um princípio de inteligência. Mais les animaux, ils ont aussi un grand principe d'intelligence. Eles não têm muita consciência, apesar do instinto de preservação, é sobre a própria morte. C'est qu'ils n'ont pas de conscience, même s'ils ont l'instinct de préservation, c'est sur leur propre mort. Edgar Morin segue comentando: a árvore da sabedoria produziu o fruto mais amargo L'arbre de la sagesse, selon Edgar Morin, a produit le fruit le plus amer que o homem arrancou das suas ramas. que l'homme a pu arracher à ses branches. A consciência da brevidade da vida individual La e de que a morte é inevitável. La conscience de la brevité de la vie individuelle et que la mort est inévitable. Normalmente, quando nós pensamos na árvore da sabedoria, já pensamos logo em Adão e Eva e a problemática do sexo. Donc quand on pense à l'arbre de la sagesse, on pense tout de suite à Adam et Ève et tout de suite ça nous vient le problème du sexe. Vamos considerar que Edgar Morin não era espírita. Alors on doit considérer qu'Edgar Morin n'était pas spirite. E ele diz que na árvore da sabedoria, o homem adquire a consciência da própria morte. Et alors il dit que dans l'arbre de la sagesse, l'homme acquérit la conscience de sa propre mort. Ou seja, ele alcança a consciência de si mesmo, da sua existência. Cela veut dire qu'il atteint la conscience de soi-même et de son existence.
O homem, ao longo do tempo, tem feito da morte o centro dos seus mais dedicados esforços. Donc ça veut dire que l'homme, tout au long du temps, il a fait de la mort le centre de ses efforts. Somente o homem pode extrair da ameaça constante da morte Seulement l'homme, il peut retirer de cette menace constante de la mort a vontade de perdurar, o desejo de continuidade e de imortalidade. la volonté de continuer, le désir, le souhait de continuité. Em sua luta, finalmente dominou todas as outras espécies do planeta. Donc l'homme, finalement, dans sa bataille, il a réussi à dominer toutes les autres spécimens de la planète. Mas nesse mesmo processo ele produziu um outro efeito muito interessante Mais en même temps, dans ce même processus, il a produit un autre effet très intéressant e maior do que todos os outros. et plus grand que tous les autres effets. O homem domesticou a si mesmo. L'homme, il a pu apprivoiser à soi-même. Então Edgar Morin vai colocar que a maior ação do homem é aprender a dominar os próprios instintos. Donc, Edgar Armand, il va dire que la plus grande action de l'homme, c'est apprendre à maîtriser ses propres instincts. Com cada impulso que seguiu, ele correu o risco de voltar à sua origem. Parce qu'à chaque fois qu'il a été un peu impulsif, il a pris le risque de retourner dans ses origines. Voltar à norma do seu passado animal. Donc, il prenait le risque de retourner à la norme de son passé qui était animal. Ou seja, a vivência dos instintos. Il pouvait retourner à vivre de nouveau avec ses instincts. E ele comenta, este é o seu verdadeiro pecado original. Et alors, l'auteur, il commente, ça, c'était son vrai péché original. O homem está em constante interação com o seu ambiente. L'homme, il est en interaction constante avec l'environnement. Ele é influenciado pelo ambiente, Il prend une influence de cet environnement. mas principalmente o homem exerce influência no ambiente. Et surtout, il a une influence sur l'environnement où il vit. Essas interferências com o ambiente podem produzir aspectos positivos ou negativos. Ces interférences avec l'environnement peuvent produire des effets positifs ou négatifs. E quando o homem se deixa levar pela necessidade de preponderância em relação ao outro homem, Et alors, au moment où l'homme il se laisse mener par son besoin de prévaloir sur un autre homme, e desconsidera o respeito ao próprio ambiente onde ele vive, et qu'il ne respecte plus l'environnement où il vit, o ambiente lhe dá de retorno as consequências que ele precisa sofrer. alors l'environnement va lui retourner les conséquences qu'il a besoin de subir. Isso não é novidade, nós temos observado acontecendo com frequência no nosso planeta. Et c'est là, c'est pas une nouvelle, parce qu'on observe que cela arrive avec beaucoup de fréquence dans notre planète. Ainda esta semana, conversando com alguém aqui na Alemanha, Encore cette semaine, il parlait avec quelqu'un en Allemagne, a pessoa dizia, o clima tem mudado. et la personne lui a dit, bah oui, le climat il change, hein. Antigamente nevava bastante aqui, depois parou de nevar praticamente. Il y a longtemps, il neivait beaucoup plus, et maintenant, pratiquement, c'est arrêté de neiger autant, neiger. Mas agora está voltando a nevar outra vez. Et maintenant, on recommence à retrouver la neige. O local foi totalmente reflorestado. L'endroit, donc l'Allemagne, a été complètement réfloresté. Então o ambiente original começa a ser restabelecido. Alors, donc cet environnement qui était donc originaux, il commence à se retrouver, à y être de nouveau. Pela conscientização Et cela- do homem na relação com o ambiente. Et cela se passe dû à la prise de conscience de l'homme face à l'environnement. O papel do trabalho é fazer do homem o senhor das condições da vida. Le rôle du travail, c'est faire de l'homme le maître des conséquences de la vie. A sua função é prover ao homem de meio de vida com o fim de liberar sua capacidade de criar. Vamos lá. Então a função do trabalho La fonction du travail, é prover ao c'est homem de donner à l'homme
meio de vida un moyen de vivre, com o fim de liberar sua capacidade de criar. afin qu'il puisse libérer sa capacité créative. É promover dentro do organismo o equilíbrio dinâmico, C'est promouvoir dans l'organisme l'équilibre dynamique, é fazê-lo apto para seguir crescendo c'est faire de sorte que l'homme puisse continuer à grandir e adiar os processos que conduzem à morte. et de ralentir le processus qui mène à la mort. Se nós olhamos na época aí dos anos 1500, quando o Brasil foi descoberto, Si on regarde à l'époque que le Brésil a été découvert, donc vers 1500, mais ou menos quando aconteceu a reforma protestante, plus ou moins quand la révolution protestante s'est passée, e até por aí a média de vida do homem era aproximadamente 50 anos. à ce moment-là, la moyenne d'âge d'homme était d'approximativement 50 ans. Hoje, nós estamos alcançando uma média de 70 a 80 anos. Aujourd'hui, on peut dire que la moyenne est d'environ 70-80 ans. Nós observamos que o privilégio que era invejado na época dos reis Nous observons qu'à l'époque, donc à l'époque des rois, le privilège qui était observé, real, le privilège de la famille royale, hoje as famílias mais pobres do mundo aujourd'hui, les familles les plus pauvres du monde, normalmente têm mais conforto do que tinham os reis naquela época. normalement, elles ont, donc ces familles, plus de confort que le roi avait à l'époque qu'il vivait, de cette époque-là. Ainda há muita fome no mundo, Il y a encore beaucoup de famines dans le monde. mas hoje já morre tanta gente de comer muito Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui meurent de manger de trop, como morre gente de não ter o que comer. comme il y a aussi des gens qui meurent de faim. Nós estamos chegando numa situação On arrive à un point qu'il y a beaucoup de confort. On a beaucoup de confort. e a vida se prolonga. Et la vie, elle augmente, l'espérance de vie augmente. Isso nós estamos falando em média. Donc, évidemment, en moyenne. Há os extremos. Il y a des extrêmes. A desarmonia psíquica Quand on a un déséquilibre psychique, pode destruir o equilíbrio de todo o organismo físico. l'équilibre de tout l'organisme physique peut être détruit. Isso fala Edgar Morin. Ça, c'est encore l'auteur Edgar Morin qui écrit dans son livre. E ainda pode causar transtornos drásticos da função em algum outro órgão. Et cette désharmonie peut encore provoquer des dommages importants dans un autre organe. Por exemplo, já que falamos da comida, Par exemple, on a déjà parlé de nourriture. Hein? quando uma pessoa come demais, ela vicia suas células. Quand quelqu'un mange de trop, qu'est-ce qu'il fait? Les cellules, elles sont accros, elles ont un vice. E para a gente começar a pensar no nosso sentido da vida, Et pour commencer alors à réfléchir à notre sens de la vie, vale a pena nos perguntar o que é o nosso organismo. alors il vaut la peine de se demander c'est quoi notre organisme? Ele é composto de células. Il est composé de cellules. Cada célula é um organismo vivo, Chaque cellule est un organisme, une entité vivante. que conforme esteja no organismo, numa localização ou outra, exerce uma especialização. Selon l'endroit qu'elle se trouve dans notre organisme, elle exerce une fonction précise. Se, por exemplo, uma célula epitelial Par exemple, une cellule épithéliale. Hein? N'est-ce pas, Hervé? Voilà. ela é retirada do organismo Quand elle est retirée de l'organisme e colocada num ambiente em que ela possa sobreviver. et elle est mise quelque part où elle puisse retrouver la vie, continuer à vivre. Ela continua sendo célula, Elle continue à être une cellule, mas perde a especialização. mais elle perd son spécialisation. Então, o nosso comando central, Donc le commandement central, que a ciência normalmente considera como sendo o cérebro, que la science considère actuellement, normalement comme si c'était le cerveau, mas que alguns cientistas já começam a admitir a possibilidade de um outro elemento, mais qu'il y a quand même des scientifiques qui commencent à admettre la possibilité qu'il y a un autre élément qui commande, que seria uma espécie de modelo organizador biológico, qu'ils appellent un modèle organisateur biologique,
que foi estudado por Hernani Guimarães Andrade, qui a été étudié par Hernani Guimarães Andrade e que é citado por mais de 200 cientistas do mundo hoje, et qui actuellement est cité par au moins 200 scientifiques différents dans le monde. o modelo organizador biológico é que estabeleceria essas especializações. Ce serait donc ce modèle organisateur biologique qui était capable d'établir ces spécificités des cellules. Naturalmente comandado pela mente, Et donc, naturellement, il est commandé par l'esprit, que usa como instrumento o cérebro. qui utilise comme un outil le cerveau. Então, quando ocorre uma desarmonia no psiquismo, Donc, quand il y a une désharmonie dans le psychisme, há uma desarmonia que se transfere para a organização. il y a donc un déséquilibre aussi qui se transfère pour l'organisme, pour l'organisation du corps. Quando nós viciamos as nossas células, Quand nos cellules deviennent accros, qu'elles sont dans un certain vice, elas precisam ser reeducadas depois. elles doivent être rééduquées après. Isso vale para todo tipo de vício. Et cela est valable pour n'importe quel type de vice. Por isso que existe a dependência física, C'est pour ça qu'on parle donc de dépendance physique. porque as nossas células também têm vontade. Parce que nos cellules, elles ont aussi des envies à elles. Nós vamos ver então que o crescimento do homem não está completo. Alors on se rend compte, on voit que la croissance de l'homme n'est pas complète, n'est pas achevée. Não está completo com a sua realização biológica. Il n'est pas complet avec sa réalisation biologique. Mesmo quando ele se faz pai, Mesmo quando? ele se faz pai, ele se torna pai. Ah, même quand il devient parent, père. E nem mesmo está completo quando ele morre. Et c'est pas complet non plus quand il meurt. Isso são palavras de Edgar Morin. C'est toujours donc la citation du livre d'Edgar Morin. E ele diz: a natureza do homem sobrepassa e transcende além dele mesmo. La nature de l'homme, elle dépasse et transcende au-delà de lui-même. Nós vamos observar como isso tem uma identidade muito grande com o Espiritismo. Donc, on va observer comment tout ce qu'il a dit s'identifie avec le spiritisme. Quando nós vamos considerar que o homem é formado por 3 elementos básicos: Quand on va considérer que l'homme est formé par 3 éléments basiques, há o espírito il y a l'esprit e há o corpo. et le corps. E como elemento de ligação entre os dois, Et comme un élément de liaison entre les deux, o perispírito. le père-esprit. O mesmo modelo organizador biológico. Le même modèle organisateur biologique. O perispírito foi reconhecido pelos antigos egípcios como Ka. Le père-esprit a été reconnu par les anciens Égyptiens comme le Ka. Paulo, o apóstolo, chamava de corpo espiritual. Paul, l'apôtre, il l'appelait le corps spirituel. O perispírito é um elemento que a ciência vai confirmar dentro de pouquíssimo tempo. Le père-esprit est un élément qui probablement, dans très peu de temps, sera confirmé par la science. Nesse perispírito está registrada toda a nossa experiência de vida. C'est là, dans le père-esprit, qu'est enregistrée toute notre expérience de vie. E ele é o que dá a nossa forma quando nós perdemos o corpo físico. Et c'est lui qui donne la forme quand nous perdons notre forme physique, notre corps physique. O homem não transcende ele mesmo somente pelos pensamentos, L'homme, il ne peut pas transcender lui-même seulement par ses pensées, pelos livros que ele deixa, par le livre qu'il laisse, pela influência que ele causa dentro da pour sociedade. l'influence qu'il a dans la société. O indivíduo transcende a si mesmo na medida em que vive. L'individu, il transcende à soi-même dans la mesure où il vit. E quando ele não está cumprindo esse papel, Et quand il ne réalise pas ce rôle, ele sente o vazio existencial, il sent un grand vide existentiel. perde o sentido da vida. Il perd le sens de la vie. Vamos nos referir a um outro autor, Maintenant, on va parler d'un autre auteur, que se chama Viktor Frankl. Vito, comment? Frankl. Frank. Psiquiatra e psicólogo, C'était un psychiatre et un psychologue. ele criou um método de tratamento chamado logoterapia. Il a créé une méthode de traitement appelée logothérapie.
Passou por 4 campos de concentração Il a été dans 4 champs de concentration entre os anos 1942 e 1945. entre 1942 et 1945. Durante esse tempo, Pendant ce temps, ele registra il a enregistré que o que o sustentou que la seule chose qu'il a soutenue pendant foi ce o temps seu grande interesse pelo comportamento humano. a été son grand intérêt par le comportement humain. Ele aproveitou toda a oportunidade para observar as reações humanas diante da dor e do sofrimento. Il a profité de cette opportunité pour observer les réactions humaines devant la douleur et la souffrance. Ele observou que as pessoas que se interessam pelo outro Il a observé que toutes les personnes qui s'intéressaient par l'autre, conservavam a esperança ils gardaient l'espoir. e davam um significado para a vida. Ils donnaient du sens à leur vie. Essas pessoas tinham mais chance de sobrevivência. C'était ces personnes-là qui avaient plus de chances de survie dans les champs de concentration. Então, o pensamento de Victor Donc la pensée de Viktor Frankl, é que a motivação básica do comportamento do indivíduo c'est que la motivation basique a motivação la básica motivation do comportamento basique du comportement de l'individu, é uma busca pelo sentido da vida. c'est une recherche par le sens de la vie. Ele escreveu vários livros. Il a écrit plusieurs livres. Deles, chamado Um Sentido para a Vida, Un des livres qui s'appelle justement Un sens pour la vie, em que ele trata de psicoterapia e humanismo, qu'il parle un peu de la psychothérapie et de l'humanisme. ele cita Albert Camus, Il va citer un autre auteur qui s'appelle Albert Camus. e que teria afirmado: Et lui, il a affirmé, há só problema verdadeiramente sério, il y a juste un seul problème qui est réellement sérieux. e esse problema é estabelecer se vale ou não a pena viver. Et ce problème, c'est d'établir si ça vaut la peine ou pas vivre. Este sentimento, Ce sentiment, comenta Victor, dans le commentaire de cet o auteur, vazio existencial le vide existentiel vem crescendo e se difundindo a ponto de poder ser chamado de neurose de massa. il grandit tellement au point de pouvoir être nommé comme une neurose de masse collective. Vamos procurar a etiologia do vazio existencial. Qual o significado disso? On va chercher quel est le sens de ce vide existentiel. O homem não age por imposição dos instintos L'homme, il n'agit pas en accord avec seulement ses instincts. e nem também pelas tradições e valores tradicionais. Il n'agit pas non plus en accord avec les traditions et les valeurs traditionnelles. Ou faz o que os outros fazem, Il fait ce que les autres font, isso é conformismo, et cela c'est le conformisme, ou faz o que os outros impõem para ele fazer. ou il fait ce que les autres l'imposent pour faire. E isso é totalitarismo. Et là c'est le totalitarisme. Mas nós observamos que muitas vezes simplesmente seguir os outros também conduz ao totalitarismo. Mais nous observons que parfois simplement suivre les autres, c'est aussi du totalitarisme. Especialmente quando alguns partidos percebem que podem manipular a massa. Surtout quand, dans certains partis politiques, ils se rendent compte qu'ils peuvent ainsi manipuler les collectifs, les masses. Isso é comentário nosso, não é do Franco. Et là, c'est lui-même qui fait le commentaire, c'est pas l'auteur en question. Mas ele segue dizendo dos sintomas do vazio existencial. Alors, il suit et il parle des symptômes de ce vide existentiel. Ele diz que deles é a depressão. Et il dit, un de ces symptômes, c'est la dépression. La Ele dépression. coloca no mesmo bloco também o suicídio. Et dans le même bloc, il met le suicide. Nós perguntamos, existe depressão na atualidade? Alors, la question, c'est est-ce que ça existe, la dépression, actuellement? É quase uma calamidade. C'est pratiquement une calamité publique. E o suicídio? Et le suicide? 1 milhão de criaturas se suicidam ao ano. 1 million de créatures se suicident par an. Mas a tentativa é 10 vezes isso no mínimo. Et les tentatives de suicide atteignent un nombre encore 10 fois plus grand que ça. Porque muitas vezes a criatura falha quando ela tenta se suicidar. Que beaucoup d'êtres, ils n'arrivent pas à se suicider. E Franco coloca claramente que isso é fruto do vazio existencial. Cela, est, donc, selon l'auteur, est clairement fruit
de vide existentiel. Mas ele diz que há um outro sintoma, Mais alors il dit aussi qu'il y a un autre symptôme que se chama agressão qui s'appelle l'agression ou agressividade, ou l'agressivité, que recrudesce nos nossos tempos. qui augmente chaque fois plus dans notre époque. Na Idade Média, o indivíduo saía de casa e não sabia se voltaria. Au Moyen Âge, la personne, il sortait de chez lui, il ne savait pas s'il allait pouvoir retourner. Era conveniente que saísse armada, porque ela podia ser desafiada a qualquer momento. C'était à l'époque convenable de sortir armé parce qu'il pouvait avoir un défi, avoir un problème à n'importe quel moment. Nós superamos esse problema. Et on a dépassé ce problème. Mas alguns nichos da sociedade ainda trazem esse problema. Mais certains créneaux de la société apportent encore ce même problème. Algumas cidades que você não pode andar sozinho a certas horas. Il y a certaines villes où on ne peut pas marcher tout seul dans certains horaires du jour ou de la nuit. Mas o que é curioso é que às vezes numa cidade há um bairro onde você não pode andar sozinho. Parfois, dans une même ville, il y a juste un quartier où on ne peut pas être tout seul ou marcher tout seul. Os indivíduos se reúnem por afinidade Les individus, ils se regroupent par affinité. e agridem todos aqueles que são diferentes deles ali, ou agridem e se agridem entre si. Et là, ils vont agresser tous ceux qui sont différents d'eux-mêmes et parfois même, ils vont s'agresser entre eux. Outro sintoma do vazio existencial, Un autre symptôme de ce vide existentiel que Frankl aponta, qui Frank indique, é a toxicodependência. c'est la dépendance toxique. Quando nós falamos em toxicodependência, a gente pensa logo em droga pesada, como heroína, como cocaína. Et quand nous parlons de ça, normalement, les gens ils pensent d'abord à la cocaïne, à l'héroïne, des choses qui sont un peu plus lourdes. Mas ele deixa claro que ele está fazendo referência a essas coisas mais simples, Mais que são drogas lícitas consideradas. Mais il rend clair dans son livre qu'il fait référence à des drogues beaucoup plus simples qui sont licites même, considérées licites dans la société. Como o tabaco, Comme le tabac, l'alcool, que são causadores de problemas muito graves dentro da sociedade. qui provoquent aussi de problèmes très graves dans la société. Vou abrir um parênteses ainda nesta viagem. Et il ouvre une petite parenthèse, il parle donc à un moment donné dans ce voyage. Tem alguns aeroportos que você entra e passa por uma sala antes de chegar nos guichês para entrar no avião. Il y a certains aéroports où on entre et qu'on passe par une salle avant d'arriver dans le comptoir pour prendre l'avion. E normalmente você encontra duas coisas. Normalement, là, on rencontre deux choses. As duas inúteis na vida da gente. Deux choses qui ne sont pas utiles dans notre vie. Uma delas é o perfume. Une des choses qui n'est pas vraiment utile, c'est le parfum. As mulheres não concordaram com isso, concordaram? Les femmes ne sont pas tout à fait d'accord. E alguns homens também não. Des hommes, non plus. A outra é a bebida alcoólica. Et l'autre chose, c'est l'alcool. São muitas e muitas opções. Là, il y a énormément d'options. Dizem que só há uma coisa mais cara que o perfume no mundo. Il paraît qu'il y a une chose seulement qui est plus chère que le parfum dans le monde. A tinta de nossas impressoras que nós temos em casa. Que c'est l'encre qu'on met dans les imprimantes pour l'imprimante à l'encre qu'on a à la maison. Essa não é inútil. Celle-là, au moins, elle n'est pas très inutile. Mas que nos exploram nisso, nos exploram de verdade. Mais donc, c'est des choses qu'on se fait un peu exploiter. Então nós vemos que nós criamos também dependência de certas coisas. Cela nous montre que nous créons des dépendances pour certaines choses. E há outros sintomas do vazio existencial que são evidentes ou menos evidentes. Et donc, il y a plusieurs autres symptômes du vide existentiel. Certains qui sont plus évidents, d'autres qui sont un peu moins évidents. E Frankl, depois de fazer essa análise, Et l'auteur, après cette analyse, ele então procura examinar essa busca, esse desejo de sentido que a criatura tem. alors il va essayer de comprendre et d'examiner cette recherche pour le sens que toutes les créatures en ont. Ele diz que isso é uma característica do ser humano especificamente. Il dit que l'être humain a cette caractéristique, et seulement l'être humain spécifiquement. Segundo ele, o homem procura sempre um significado para a vida.
Selon lui, l'homme, il cherche toujours un sens pour sa vie. Há sempre uma vontade de sentido. Il y a toujours une recherche, une envie de sens. E ele destaca, isso não é apenas uma questão de fé. Et il dit, ça, ce n'est pas simplement une question de foi. Isso é uma realidade que todo mundo vive. C'est une réalité vécue par tout le monde. É independente das outras necessidades. Cette recherche, elle est indépendante de tous les autres besoins que nous avons. A necessidade da busca de sentido, ela é uma extrema necessidade. Ce besoin de la recherche du sens est un besoin extrême. E ela aparece quando a pessoa está em muita privação En général, elle va apparaître quand la personne passe par un moment de privation ou quando também está na extrema abundância. ou exactement à l'opposé quand elle est en extrême abondance. Isso é uma realidade que nós observamos Ça, c'est une réalité qu'on peut observer. quando os jovens têm tudo o que desejam desde quando são pequenininhos. On observe par exemple quand les jeunes, ils ont tout ce qu'ils ont besoin depuis qu'ils sont tout petits. Os pais proporcionam tudo. Les parents, ils sont là pour pouvoir tous les besoins des enfants. E esses jovens normalmente perdem o sentido da vida. Et normalement, ces jeunes, ils perdent le sens de la vie. E aí recorrem à droga, Et c'est là qu'ils vont faire appel aux drogues, à violência. à la violence. Nós aprendemos na experiência prática Dans son expérience pratique, il a appris que a gente não pode e nem deve ter tudo o que a gente quer. qu'on ne doit pas avoir, nous ne devons pas avoir tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on veut. E quando os pais artificialmente proporcionam isso para os filhos, Et quand les parents artificiellement proposent tout ça pour leurs enfants, criam filhos inadaptados ao mundo. ils vont créer des enfants qui ne sont pas adaptés au monde. Porque quando eles não tiverem do mundo o que eles desejam, eles vão querer tomar. Parce que quand ils n'auront pas du monde tout ce qu'ils ont besoin, ils vont avoir envie de le prendre. Porque perderam o rumo do sentido da vida. Parce qu'ils ont perdu le chemin pour le sens de la vie. Lembro-me bem que ainda muito pequenininho, Et se souvient bien que quand il était enfant, eu desejava uma bicicleta. il voulait un vélo. Aquilo me marcou profundamente, porque meus pais não tinham dinheiro para comprar a bicicleta. Et cela, ça lui a marqué parce que ses parents n'avaient pas d'argent pour lui offrir un Eu vélo. não vivia uma situação especial, essa era a situação das pessoas todas que eu conhecia na época. Et c'était pas une situation spéciale parce qu'à l'époque, tout le monde avait à peu près cette situation. Raríssimos podiam comprar Il bicicleta, était rare ceux qui pouvaient vraiment acheter des vélos aux enfants. mas eu queria tanto. Mais il voulait tellement. E a minha mãe me dizia que não podia. Et sa mère qui lui disait non, je peux pas Me t'offrir ça. pegava pela mão e me arrastava, me levava para longe das ofertas da bicicleta. Elle passait par des magasins avec des promos de vélos, elle le prenait par la main. Non, allez, on y va, on y va. Aos 9 anos, pela primeira vez, eu pude andar numa bicicleta de um tio. À 9 ans, il a pu prendre le vélo d'un tonton à prêter. E era grandona, né, de adulto. Et c'était en plus un grand vélo. Et lui, il était petit. Caí não sei quantos tombos. Ah, il est tombé à plusieurs reprises. Fiquei com várias marcas, Après, il avait plein de bleus. mas aprendi Mais il a appris une chose, que a gente não pode ter tudo que a gente quer. que dans la vie, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Porque a minha mãe poderia ter feito alguma espécie de sacrifício, alguma coisa, como às vezes acontece, Et parce que sa mère, elle aurait pu faire un sacrifice, quelque chose comme parfois, il y en a des parents qui font. e ter me dado a bicicleta. Et elle pouvait l'avoir offrir ce vélo. E eu ia pensar que era fácil. Et il allait penser que c'était facile d'avoir un Não tinha vélo. me custado nada. Ça ne lui a coûté rien. Assim acontece com os nossos filhos. C'est comme ça avec nos enfants. E a gente vê isso se repetir sucessivamente. Et on voit que cela se répète successivement. Criaturas que recebem aquilo que elas não fizeram nenhum esforço. Ce sont des êtres qui reçoivent tout ce qu'ils veulent sans avoir fait aucun effort. Para merecer. Aucun effort pour mériter ça. E outros que, por outro lado, não têm nenhum necessário para viver. Et de l'autre côté, des gens qui n'ont même pas ce qui est nécessaire pour vivre. Então, isso é fruto de uma coisa chamada egoísmo. Cela, c'est le fruit de quelque chose qu'on nomme l'égoïsme. Aí a gente pensa assim, o egoísmo é uma coisa pessoal, né? Alors on pense, l'égoïsme, c'est quelque chose de personnel. Mas existe o egoísmo de família. Mais il y a aussi l'égoïsme familial.
o egoísmo da consanguinidade. l'égoïsme de la consanguinité. Aí o egoísmo da comunidade, Il y a aussi l'égoïsme de la communauté, o egoísmo do país, il y a l'égoïsme du pays, o egoísmo do bloco de países. l'égoïsme du bloc de pays. Então, quando a Comunidade Econômica Europeia foi formada, Quand par exemple la communauté européenne a été formée, houve frisson no mundo, né? le monde a eu un frisson. Será que estaríamos caminhando para governo central algum dia? On a pensé, est-ce qu'on va marcher vers un gouvernement central un jour? A Federação Espírita Brasileira tem órgão chamado Reformador. La Fédération Espírita brésilienne a un organisme intérieur qui s'appelle le Réformateur. Esse é periódico, é uma revista. C'est un magazine. É a terceira ou a quarta mais antiga do Brasil em circulação hoje. La troisième ou quatrième plus ancienne du Brésil en circulation actuellement. As outras três são governamentais. Les autres trois sont des publications du gouvernement. O Reformador então publicou editorial. Et alors, ce magazine a publié un éditorial. Que considerava interessante o fato da criação da Comunidade Econômica Europeia. À ce moment-là, ils nous ont dit, oui, on considère que c'est intéressant la formation de la communauté européenne. Mas que nós não poderíamos nos enganar. Mais qu'il ne fallait pas se tromper. Porque aquilo ainda era uma ação egoísta. Parce que c'était encore une action égoïste. De grupo que se defendia de outro grupo. C'était une action d'un groupe qui prenait une défense face à un autre groupe. Então, muitas vezes nós nos enganamos. Donc parfois, on se trompe. Pensando que o que nós estamos fazendo são atos de altruísmo. En pensant que ce qu'on fait, c'est des actes d'altruisme. Mas ainda vivemos muito as consequências do egoísmo. Mais nous vivons beaucoup plus les conséquences de l'égoïsme. No entanto, nós estamos dando Toutefois, nous faisons quand même 2 pas. Justamente para nos libertarmos desse tipo de prisão. Justement pour nous libérer de ce genre de prison. Quando dia nós entendermos que nós não precisamos nos defender uns dos outros. Un jour, peut-être qu'on va comprendre qu'on n'a pas besoin de se défendre les uns des autres. Mas isso ainda vai tomar algum tempo. Mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Hoje em dia, Actuellement, e aí nós voltamos a Frankl, pour revenir à notre auteur Frank, ele diz que as pessoas consideram mais importante que posição social e salário il dit que les personnes ils considèrent plus important que la position sociale et même le salaire, uma carreira com significado. avoir une carrière avec du sens. Que as pessoas até aceitam mudar de atividade. Que les personnes peuvent même accepter de changer son métier, son activité. Se na nova função ela vai ser mais útil do que ela estava sendo. Si dans la nouvelle fonction, elles seront plus utiles que celles qu'elles avaient auparavant. Isso não necessariamente implica em melhor salário. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont avoir un meilleur salaire. Muitas vezes a satisfação pessoal sobrepõe o desejo de salário poupudo. Beaucoup de fois, la satisfaction personnelle, elle dépasse le souhait d'avoir simplement un grand salaire. E ele então vai comentar que a procura do desejo de sentido para a vida. Alors cette recherche du sens pour la vie. Não é apenas genuína manifestação da humanidade. Ce n'est pas tout simplement une manifestation genuine de l'humanité. Mas é plausível indício de saúde mental. Mais c'est un indice de santé mentale très faisable. Fazendo uma comparação com as linhas outras de psiquiatria. Quand on fait une comparaison avec d'autres lignes psychiatriques. Que afirmava que a pessoa quando ela procura sentido para a vida, que isso é uma espécie de enfermidade. Qui affirmait que quand la personne cherche un sens pour la vie, cela est une sorte de maladie. Infelizmente isso existiu. Malheureusement, cela existait. Aí ele diz que o desejo de sentido é valor de sobrevivência. Il dit que le souhait de sens desculpa, fala de novo. O desejo? É valor de sobrevivência. C'est une valeur de survie. O homem sem sentido na vida é infeliz e inadaptável. L'homme qui n'a pas de sens dans la vie, il est malheureux et il n'est pas adapté.
Então, os prisioneiros que pensavam ao ver haver alguém no campo de concentração que esperavam por eles, Donc, dans les champs de concentration, le prisonnier qui attendait de voir quelqu'un qui attendait par eux, alguém esperava por qui quelqu'un là-bas attendait qu'ils allaient arriver, Então, eles tinham maior probabilidade de sobrevivência. ils avaient plus de probabilités de survie. Então, ele não comenta só dos campos de concentração onde ele esteve. Et il commente, c'est pas seulement dans les champs de concentration où il a été. Ele fala das guerras posteriores, como o Vietnã, por exemplo, Il parle aussi des guerres après ça, comme le Vietnam, onde muitos americanos ficaram presos em locais de concentração. où il y avait beaucoup d'Américains qui étaient confinés, qui étaient arrêtés là-bas dans des champs aussi de prison. E quando eles tinham algum tipo de esperança, ou alguém que eles tinham certeza que estavam lutando e aguardando por eles, que eles tinham mais chance de sobreviver. Et donc, quand ils avaient cet espoir qu'ils devaient revenir pour revoir quelqu'un, ou qu'il y avait quelqu'un qui les attendait revenir, ils avaient plus de chances de lutter pour survivre. E aí ele coloca que nos campos de concentração, muitas vezes, Et donc, il dit, parfois, dans ce champ de concentration, que a gente considerava, por exemplo, a câmara de gás como algo terrível, que nous, pour nous, on considérait que c'était les chambres de gaz, quelque chose d'horrible, de terrible. para muitos prisioneiros aquilo era uma saída. Pour plusieurs personnes qui étaient là, emprisonnées, cela représentait plutôt une sortie. Uma maneira de colocar fim naquilo C'était une manière de mettre la fin à tout ce qu'ils vivaient. que eram corpos todos os dias Parce que tous les jours, c'était des corps un peu partout, para serem enterrados. des corps pour être enterrés. E as pessoas acabam se acostumando com aquilo. Et les personnes, elles finissaient pour tomber habituées, pour s'habituer à ça. Mas que o sofrimento é tão intenso. Mais que la souffrance était tellement intense. Ele diz que o cabo de eletricidade, quando passava ao alcance, muita gente queria se agarrar para morrer. Qu'il y avait des personnes, même s'il y avait un câble d'électricité qui était à une hauteur humaine, que les gens ils essayaient de l'attraper pour pouvoir mourir au moment de décharge. Então ele diz que a existência dependia da capacidade de transcender o próprio eu. L'existence, alors, à ce moment-là, elle dépendait de la capacité de transcendre son propre soi, son propre jeu. De forma que o indivíduo se sentisse apontado para algo, D'une manière que l'individu devait se sentir retourné vers quelque chose, sentido qualquer, un sens n'importe lequel, uma causa, une cause, alguém, Quelqu'un. alguma coisa para amar. quelque chose pour aimer. Ele diz assim, viver essa autotranscendência da existência humana Donc il dit vivre cette auto-transcendance de l'existence humaine, é ser autenticamente homem e ser si mesmo. c'est être vraiment un homme et être vraiment soi-même. Ele vai comentar ainda que a busca ansiosa da felicidade impede a pessoa de encontrar a felicidade. Et il va alors faire un commentaire que la recherche anxieuse par le bonheur va empêcher la personne de retrouver ses bonheurs. E aí nós vamos encontrar uma identidade, não é, a mais aqui com o Espiritismo. Et là, on va encore retrouver un point de similitude avec le spiritisme. No Evangelho segundo o Espiritismo está registrado assim, a felicidade não é deste mundo. Dans l'évangile selon le spiritisme, il y a une phrase qui dit « Le bonheur n'est pas de ce monde ». Quando a pessoa busca a felicidade ansiosamente, Quand la personne recherche ce bonheur d'une manière très intense, très anxieuse, parece que mais longe fica essa felicidade. il a l'impression que le bonheur il va encore plus loin de la personne. E aí nós vamos entender por que os Espíritos dizem que a felicidade não é deste mundo. Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi les esprits disent que le bonheur n'est pas de ce monde. Porque assim como diz Frankl, Parce que de la même manière que dit l'auteur Frankl, que provavelmente não conheceu o Espiritismo, qui probablement n'a jamais connu le spiritisme, a única maneira de ser feliz é transcender a si mesmo. la seule manière d'être heureux, c'est de transcendre à soi-même. É promover a felicidade do outro, C'est de promouvoir le bonheur de l'autre, o bem-estar do outro. le bien-être de l'autre. Nesse momento, a gente pode colocar assim, quem já experimentou sabe do que a gente está falando. Et à ce moment-là, on peut dire, celui qui a déjà essayé sait très bien de quoi on Os parle. raros momentos que a gente realmente sente felicidade lá dentro é quando a gente vê alguém se sentindo bem por algo que a gente fez. Le rare moment de bonheur vraiment intense qu'on peut ressentir, c'est quand on voit quelqu'un qui se sent bien par quelque chose que nous, on a fait. É por isso que o perfume é uma ilusão.
C'est pour ça que le parfum est une illusion. Porque a alma que faz o bem, ela transcende, tem perfume incomparável. Parce que l'âme qui fait du bien, elle transcende et elle a un parfum incomparable. Ela não precisará jamais de bebida alcoólica para fugir de nada. Elle n'aura jamais plus besoin d'une boisson alcoolique pour fuir quelque chose. E nem para esquecer de coisa nenhuma. Et même pas pour oublier quelque chose. Então ele diz que quando a pessoa busca, por exemplo, exageradamente o prazer sexual, ele se torna neurótico. Alors il dit par exemple que quand une personne recherche d'une manière exagérée le plaisir sexuel, il devient neurotique. Então ele coloca que o prazer sexual é uma consequência de uma relação estável. Il dit le plaisir sexuel c'est une conséquence d'une relation stable, De uma relação de construção em conjunto. d'une relation de construction ensemble, de construction en commun. O prazer é consequência, Le plaisir c'est une conséquence, não é o objetivo a ser buscado. ce n'est pas l'objectif à être recherché. Olha quanto engano a gente faz no mundo. Regardez donc combien d'erreurs on fait dans ce monde. E ainda Franco vai comentar, o sofrimento só tem sentido Alors il va encore dire la souffrance, elle n'a de sens que quando quem sofre muda para melhor. quand la personne qui souffre change pour mieux, Não é, devient mieux. não é um pensamento cristão? Cela n'est pas une pensée chrétienne? Qual é a função do sofrimento? Quelle est la fonction de la souffrance? Aí nós vamos lá em Léon Denis. Alors on va revenir vers Léon Denis, l'auteur, Léon Denis, francês, qui était un Français, dos maiores filósofos da humanidade, un des plus grands philosophes de l'humanité, junto com Kardec, o maior filósofo do espiritismo, et qui, avec Allan Kardec, a été un des grands philosophes de la philosophie spirite. escreveu o problema do ser e do destino, Il a écrit le problème de l'être et de la destination. que em português foi traduzido como o problema do ser, do destino e da dor. Et dans la version en portugais, ça a été traduit comme le problème de l'être, de la destination et de la douleur, de la souffrance. Na parte final do livro, Léon Denis faz uma análise profundíssima sobre a dor. Parce qu'à la partie finale de ce livre, Léon Denis il fait une analyse très profonde sur la douleur, la souffrance. E a conclusão é essa mesma. Et la même conclusion qu'il arrive, c'est cette conclusion de Frank, ici. A dor impulsiona o progresso e a evolução. C'est la douleur, c'est la souffrance qui motive le progrès et l'évolution. Leva o indivíduo a buscar soluções, Elle va mener l'individu à rechercher des solutions, a encontrar caminhos, à rencontrer les chemins. sai da acomodação. Il va le faire pousser en dehors de sa zone de confort. Então o sofrimento faz o indivíduo, segundo Frankl, renascer maior que antes, Alors cette souffrance, elle fait que l'individu renaît encore plus grand qu'avant. crescer além de si mesmo, Il va grandir au-delà de soi-même. se superar. Il va donc se dépasser. E ele não está falando em renascimento aqui do ponto de vista espírita, pela reencarnação. Et ici, évidemment, il ne parle pas de renaître du point de vue spirit, de la réincarnation. Está falando de renascimento do indivíduo que muda, se transforma, Il parle de la renaissance de l'individu qui se transforme, qui devient, qui change, como se iniciasse de novo, comme s'il démarrait de nouveau. como se nascesse outra vez. C'est donc une nouvelle naissance. Então ele diz, há a possibilidade de conferir sentido ao sofrimento e à morte. Donc il y a la possibilité de donner du sens à la souffrance et à la mort. E aí então o Espiritismo nos ajuda a entender isso. C'est là donc que le spiritisme va nous aider à comprendre cela. Porque o Espiritismo inicia o objeto do seu estudo justamente onde a ciência material para. Parce que le spiritisme, il commence, l'objet de l'étude commence exactement là où la science s'arrête. A ciência examina os fenômenos da matéria. La science, elle examine le phénomène de la matière. O Espiritismo examina os fenômenos do espírito. Le spiritisme, il va examiner les phénomènes de l'esprit. Algum dia a ciência vai transcender. Ce sera un jour, la science, elle va pouvoir dépasser tout cela, transcender tout ça. E vai se encontrar com a ciência espírita. Et c'est là qu'elle va rejoindre la science spirite. Nesse período, Dans cette période-là, nós teremos superado a nossa extrema dependência daquilo que a gente chama religião. nous aurons déjà atteint la supération de cette dépendance de la religion extrême, Que ainda é muito necessária para muitas criaturas. qui encore de nos jours est très nécessaire et on a besoin, pour plusieurs créatures, ils ont besoin. E
Quando nós vemos o que está acontecendo com o novo Papa, Et quand on voit, par exemple, ce que se passe avec le nouveau pape, o nosso coração se enche de alegria. on a le cœur qui est rempli de joie. Ouvimos no passado alguns espíritos dizerem assim, algum dia a igreja vai acabar. Nous avons déjà entendu dans le passé des spirites qui disaient « Oh, un jour, l'Église catholique va se finir. » E aí nós nos questionávamos, mas o que vai acontecer com esses milhões de fiéis? Et alors on se demandait « Mais qu'est-ce qui va se passer avec ces millions de fidèles de cette Para religion? onde eles irão? Où ils iront? Esses espíritas estão esperando recebê-los nos centros espíritas? Est-ce que ces spirites au Brésil, là, ils sont en train d'attendre de les recevoir dans les centres spirites? Nós temos que reconhecer a nossa impossibilidade de atender isso. Il faut quand même qu'on comprenne notre impossibilité de recevoir autant de gens, d'attendre de recevoir ces... Então a nossa esperança é de que a igreja não acabe nunca. Donc notre espoir, c'est que l'Église ne s'arrête jamais, Mas que ela cumpra o seu papel. mais qu'elle puisse donc bien jouer son rôle. E o seu papel é acompanhar a evolução da humanidade. Et son rôle, c'est d'accompagner l'évolution de l'humanité. Mais do que isso, é apoiar essa Et evolução. c'est même plus que ça, c'est de soutenir cette évolution Para que as criaturas não se tornem dependentes pour que dela. les créatures ne soient pas dépendantes de l'Église, d'elle. Porque todos nós não devemos ser dependentes de religião nenhuma. Parce que nous ne devons pas être dépendants d'aucune religion. Mas também não podemos ser fanáticos da ciência. Mais nous ne pouvons pas non plus être fanatiques de la science. Porque alguns cientistas são mais fanáticos do que muitos religiosos. Parce qu'il y a des scientifiques qui sont parfois plus fanatiques que des religieux. Fazem afirmativas como do tipo, a alma não existe. Ils font par exemple des affirmations, l'âme n'existe pas. E não importa se há evidências da existência da Et alma. même, peu importe s'il y a des évidences pour l'existence de l'âme. Ele acredita que ela não existe e acabou. Il croit que ça n'existe pas, et c'est point, c'est E tout. diz que não é religioso. Et il dit, non, je ne suis pas religieux. A crença cega é fruto da religião que não pensa. La croyance aveugle, c'est le fruit de la religion qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas. Isso não cabe no campo da ciência. Et cela n'entre pas dans le champ de la science. O cientista, no mínimo, Un scientifique, au minimum, considerar algo que ele não conhece como objeto de estudo, il doit considérer quelque chose qu'il ne connaît pas comme un objet d'étude para poder então estabelecer efetivamente as consequências pour pouvoir alors établir les conséquences e chegar às causas das coisas. et arriver donc aux causes, aux principes de choses. Então, o espiritismo auxilia o homem a transcender a sua própria realidade. Le spiritisme, il va donc auxilier, il va aider l'homme à transcendre sa propre, qual que é a última palavra? A sua própria À realidade. sa propre réalité. Quando vai então ajudá-lo a entender Donc, a realidade da vida futura. il va aider l'homme à pouvoir comprendre la réalité de la vie future. Ou seja, muda ou ajuda o indivíduo a mudar o seu ponto de vista. Donc, il va aider l'individu à changer son propre point de vue. Porque agora, com o espiritismo, a alma não é uma hipótese. Parce qu'à ce moment-ci, avec le spiritisme, l'âme n'est plus une hypothèse. Ainda que não seja aceito por muitas pessoas, a prova da existência da alma já aconteceu. Même s'il n'est pas accepté par beaucoup de personnes, la preuve de l'existence de l'âme, elle est déjà donnée. Aconteceu com William Crookes, Et ça s'est passé avec William Crookes. aconteceu com Shelley, C'est passé avec com Aksakoff, Shelley. ou com Aksakoff, a minha pronúncia é horrorosa. A minha é melhor ainda. Ma prononciação, bom. E com Aksakoff, Com Aksakoff, foi russo, qui était un russe, e Ernesto Bozano, por exemplo, et Ernesto Bozano, todos cientistas. ils étaient tous des scientifiques. Mas as suas conclusões não foram aceitas por todos os cientistas. Mais pas tous les scientifiques ont accepté les conclusions de ces scientifiques qui sont Citamos cités. apenas alguns. Et il a cité quelques-uns à peine. Mas o espiritismo é muito aberto a todas essas hipóteses e possibilidades. Mais le spiritisme, il est très ouvert à toutes les hypothèses et toutes les possibilités. E Kardec afirmou, demonstrando o valor da filosofia espírita. Et Kardec, donc, il a affirmé, et cela pour montrer la valeur de la philosophie spirite, Que se em algum momento a ciência avançasse e demonstrasse que o espiritismo estava em engano em algum ponto,
que si, dans un moment donné, la science, en avançant, pouvait prouver que le spiritisme s'était trompé quelque part, o Espiritismo abandonaria esse ponto e seguiria com a ciência. le spiritisme, à ce moment-là, laisserait tomber ce point, cette détermination, et suivrait avec la science. Esse é o convite que é feito para a própria igreja. Ça, c'est l'invitation qui est faite aussi pour l'Église catholique. Nós não podemos mais ficar cegos, Nous ne pouvons plus être aveugles. porque se nós ficamos cegos, Parce que si nous sommes aveugles, aqueles que tomam o poder de assalto nos dominam. ceux qui ont le pouvoir d'assaut, ils vont nous dominer, nous maîtriser. E aí nós perdemos o sentido da nossa vida material. Et c'est là que nous perdons le sens de notre vie matérielle. Nós estamos chegando no período da maturidade, Nous arrivons à la période de la maturité, em que a gente vai dizer para os maus administradores que nós não os queremos mais. où on va pouvoir dire aux mauvais gesteurs, administrateurs, que nous ne le voulons plus. Mas não vai ser com revolução lá fora que nós vamos dizer isso. Mais ce ne sera pas avec une révolution en sortant d'ici qu'on va pouvoir dire ça. Nós vamos fazer isso sendo honestos dentro de nós mesmos. On va faire ça en étant honnête chez nous-mêmes. Formando uma massa crítica On va former une masse critique que vai necessariamente qui va nécessairement indicar melhores representantes de todos nós. pouvoir indiquer des meilleurs représentants pour nous dans les autorités. Com uma visão de que a vida não termina quando o corpo morre. Des autorités qui ont cette vision que la vie ne se termine pas au moment où le corps meurt. Como a maioria dos materialistas pensam hoje. La vision qu'ont la plupart des matérialistes Não aujourd'hui. estamos falando de materialistas de carteirinha de filosofia. Nous ne parlons pas de ces matérialistes qui ont vraiment la philosophie et qui l'affichent. Estamos falando dos materialistas de vida, que vivem o materialismo pragmático no seu dia a dia. Nous parlons des matérialistes qui vivent le matérialisme dans leur jour à jour. E que acha que pode roubar milhões e que não vai acontecer nada com eles. Ce sont des matérialistes qui pensent qu'ils peuvent même voler des millions d'autres personnes et que rien va se passer avec eux. E como ficou evidenciado numa entrevista que a gente recebeu esses dias, hoje eu li do Papa, C'est par exemple aujourd'hui, il y a une interview qui est apparue dans la presse, que há certo partido que faz o povo pobre qu'il y a un parti politique qui fait que les pauvres, e depois assume que esse povo é sua propriedade ils disent donc après, ces pauvres-là, ils sont comme notre propre propriété, e diz que nós não podemos fazer caridade para eles, et ils disent qu'on ne peut pas faire de la charité à ces gens, porque eles vão receber esmola do Estado, parce que c'est l'État qui va leur donner de l'argent. porque não precisam mais trabalhar, Ils n'ont plus besoin de travailler, porque o Estado vai dar uma miséria para eles viverem com a miséria. parce que l'État, il va leur donner un petit peu d'argent tous les mois pour qu'ils puissent vivre avec ce petit peu d'argent. Esses indivíduos perdem o sentido da vida. Ces individus-là, les pauvres, ils vont perdre le sens de la vie. Parasitas sociais. Ils vont devenir des vrais parasites sociaux. E depois votam nesses mesmos indivíduos que fizeram eles pobres. Et donc, ils vont revoter dans ces mêmes individus qui leur ont fait pauvres. Foi isso que o Papa comentou esses dias numa entrevista. Donc, dans l'entretien du pape, il a commenté de ce fait, de ce tournant entre les partis politiques et le peuple. Com o Espiritismo, nós vamos entender que a vida futura é agora. Avec le spiritisme, on va comprendre que la vie future, c'est au fait maintenant. Não é depois da morte do corpo físico. C'est pas après la mort du corps physique. Afinal de contas, nós somos espíritos. Parce que, après tout, nous sommes des esprits. Nós somos espíritos antes do nascimento nesse corpo. Nous sommes des esprits même avant la naissance dans ce corps. A vida futura, que nós vamos ao encontro dela, La vie future, celle qu'on va à la rencontre, em termos de realidade espiritual, dans la réalité spirituelle, nós já vivemos antes. nous avons déjà vécu avant. Então não adianta simplesmente nascer e morrer. Donc c'est pas tout simplement naître et mourir. Porque isso nós já estamos fazendo há muitos milênios. Parce que cela, on a déjà fait à plusieurs millénaires. Então o Espiritismo nos convida a fazer essa transformação Le spiritisme, il va nous inviter à faire un changement, une transformation. que acontece primeiro dentro da gente C'est une transformation que se passe d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. e que Jesus chamava de amor ao próximo, Et que Jésus, il l'appelait l'amour envers le prochain. como nós amamos a nós mesmos. De la même manière que nous aimons à nous-mêmes. Porque quem não se ama Parce que celui qui ne s'aime pas
dificilmente conseguirá amar o próximo. très difficilement va pouvoir aimer son prochain. Mas esse amor a si mesmo não é egoísmo. Mais cet amour à soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme. É o reconhecimento de que nós somos filhos de Deus. C'est la reconnaissance que nous sommes des enfants de Dieu. E como filhos deles, nós somos herdeiros dele. Et en tant que leurs enfants de Dieu, nous sommes les héritiers de Dieu. E não nos esqueçamos que ele é dono do universo. Et alors, on ne va pas oublier que c'est lui, le patron de l'univers. Portanto, nós não precisamos disputar nada. Donc, on n'a pas besoin de disputer rien, de se disputer pour rien. Nós só precisamos entender qual é a proposta dele para nós. Nous devons tout simplement comprendre quelle est sa proposition pour nous. Que é fazer ao outro aquilo que ele faz por nós. Et sa proposition, c'est celle de faire à l'autre la même chose qu'il fait pour nous. E que o Espiritismo chama de caridade. Et que dans la philosophie spirite, on appelle la charité. Que seria o amor em ação. Que c'est l'amour en action. A nossa dedicação ao benefício do semelhante. C'est notre dévouement au bénéfice de notre semblable. Se nós lemos Nosso Lar, por exemplo, de André Luiz. Donc si on lit le livre Notre demeure d'André Luiz, Está traduzido para o francês. oui, qui est traduit pour le français, Só rapidinho, quem já leu Nosso Lar? qui a déjà lu? Qui a déjà vu le film? Qui a déjà vu le film? Quem já viu o filme? Ah, Então nós podemos falar o que nós vamos dizer agora. et donc, Então, nós porque a gente fez, passou o filme para o pessoal. Donc là, il peut dire alors ce qu'il voulait faire, le commentaire, parce qu'on connaît le film, le livre. Qual é o trabalho Quel est le do travail? Nosso Lar? Quel est le travail dans Nosso Lar, la colonie Nosso Lar, notre demeure? Lembre-se, André Luiz queria ser Qu'est-ce qu'André Luiz voulait être? médico lá. Médecin. Porque ele foi médico na Terra. Parce qu'il a été médecin dans la terre, Então dans ele chegou l'incarnation. lá iludido, queria ser médico em Nosso Lar. Donc il arrive de l'autre côté, il a cette illusion qu'il veut être médecin de l'autre côté. O que o ministro disse para ele quando ele foi pedir para ser médico? Et alors le ministre lui a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a dit quand il est allé demander d'être médecin? Observa, André Luiz. Il a dit, observez, André Luiz. Vou lhe proporcionar a oportunidade de conhecer Nosso Lar. Je vais vous donner l'opportunité de connaître mieux notre foyer, donc la colonie, notre foyer, E quando notre ele entrou demeure. nas câmaras de retificação, ele viu a necessidade. Et alors il va dans l'endroit où c'était les chambres de rectification, et là il a vu tellement de besoins Que ele se tornou aprendiz de enfermeiro. qu'il est devenu un apprenti d'infirmier. A humildade é uma condição fundamental dentro do processo. Être humble, donc, c'est une condition fondamentale dans ce processus. Mas a humildade não é omissão. Mais être humble, ça ne veut pas dire être omis. Humildade não é acomodação. Être humble, ce n'est pas tout simplement se stagner, s'accommoder. A humildade tem o mesmo radical de humus. Le radical de humble a le même radical de humus en latin. O humus é aquele produto que acontece na natureza Le humus, c'est un produit de la nature quando as árvores deitam as flores, as folhas, os galhos secos. Donc, quand donc les branches, les feuilles, les fleurs tombent des arbres, Que ao cair no solo são dissolvidos pelos germes da terra. qui tombaient donc par terre, ça se dissout avec les germes de la terre. Humus. C'est pas la mousse, c'est humus, oui. C'est pas la mousse. Que se transforma no próprio alimento da planta. Et ça va devenir la nourriture pour la plante. Ou seja, num processo cíclico Donc, dans un processus cyclique de alimentação recíproca. d'alimentation, de nourriture réciproque. Então a humildade é atributo profundamente ativo Donc, l'humilité est un attribut profondément actif, que alimenta a vida. quelque chose qui nourrit la vie. O verdadeiro trabalhador do Cristo é humilde. Le vrai travailleur, le vrai bénévole du Christ est quelqu'un d'humble. Esse indivíduo sabe qual é o verdadeiro sentido da vida. Et cet individu, probablement, il sait quel est le vrai sens de la vie. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Et c'est quoi le vrai sens de la vie? Se não é servir.
si ce n'est pas servir. Nós vamos terminar o nosso comentário Et on va finir donc ce commentaire. para abrir para perguntas. Et après, on va ouvrir si vous avez des questions O interlock, né? ou des commentaires. Lembrando Pedro, En citant Pierre, l'apôtre, l'apôtre Pierre. Jesus estava se despedindo. Jésus, il prenait congé, il partait. Ele já tinha avisado que seria traído. Et il avait déjà dit qu'il allait être trahi. E que ele seria entregue aos homens. Et la police, qu'il serait livré donc à la police de l'époque. Mas ele queria deixar para os discípulos uma lição indelével. Mais il voulait laisser pour ses disciples une leçon. Que eles se lembrassem para sempre. Une leçon qu'ils pouvaient se souvenir pour toujours. Ele pegou uma toalha, amarrou na cintura. Et il a pris donc un essuie qu'il a mis autour de sa taille. Pegou a bacia. Il a pris donc un bassin. E se dirigiu aos discípulos. Et il est allé vers les disciples. Vamos lembrar de quem era essa função. Et alors on va se souvenir, c'était à qui cette fonction? Era dos escravos. C'était l'esclave qui faisait ça. Porque todo dono de casa, Parce qu'à toutes les maisons, ele recebia os seus convivas. les hôtes, ils recevaient ses convives. Era uma das suas obrigações proporcionar a lavada dos pés. Ils devaient donc faire laver les pieds de ses invités. E as pessoas viajavam caminhando. Parce que les personnes, elles devaient marcher pour se déplacer. Horas, muitas vezes. Et ils se déplaçaient pendant des heures parfois. Então, era uma gentileza o dono da casa receber a pessoa e o escravo lavar os pés. C'était donc une gentillesse que le propriétaire de la maison recevait ses invités et l'esclave donc lavait les pieds de la personne. Então, Jesus pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Et alors Jésus, il a pris ce bassin d'eau et il est allé laver les pieds des disciples. Não está escrito o que Pedro estaria pensando. C'est pas écrit quelque part ce que Pierre a pensé à ce moment-là. Mas não é muito difícil de imaginar pelo que ele falou quando Jesus chegou diante dele. C'est pas difficile d'imaginer ce qu'il pensait parce qu'il a dit quelque chose quand Jésus est arrivé près de lui. Se me permitir, eu vou me atrever. Si vous me permettez, je vais essayer de dire ce qu'il pensait. Ele poderia, por hipótese, estar pensando assim, mas como é que eles estão deixando? Une hypothèse, c'était de dire qu'il pensait à ce moment-là, mais comment ça se fait qu'il laisse que le Christ fasse ça? Nenhum deles vai reagir, vai deixar Jesus lavar os pés. Il n'y a aucun de ces gens qui vont réagir, ils vont les laisser laver les pieds. Ah, não, eu não vou permitir. Ah, moi non, moi je ne vais pas permettre ça. Isso não está certo, afinal de contas, eu tenho que lavar o pé dele. C'est pas correct, parce que c'est à moi de laver ses pieds. Ele é o Senhor. C'est lui le maître. Quando Jesus, então, se aproximou e chegou diante dele, ele disse, Senhor, tu não me lavarás os pés. Jésus arrive et il dit, non, maître, vous n'allez pas me laver les pieds. Afinal de contas, ele estava se achando melhor do que os outros. Et il pensait qu'il était mieux que les autres. Que história é essa de deixar Jesus lavar? Ele sabia que não podia. Et lui, il savait très bien que ça ne devait pas se faire. Aí Jesus olha para dentro dos olhos dele. Jésus lui regarde dans les yeux. Dizem que os olhos é a porta da alma, a janela da alma. On dit souvent que les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Ele penetrou e disse assim, Pedro, se eu não te lavo os pés, nada tens comigo. Et il a dit à Pierre, mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'as rien à voir avec moi. Naquele momento a ficha caiu. C'est à cet instant-là que Pedro a pris conscience. Deu conta. Il s'est rendu compte. Aí ele diz assim, Senhor, lava-me também a cabeça. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, Maître, lavez-moi aussi la tête. Como é que eu não vi até agora? Comment est-ce que je n'ai pas vu jusqu'à maintenant? Então, daquela soberba, ele se faz humilde logo em seguida. Il se fait tout humble ensuite, parce qu'il avait eu ses pensées un peu égocentriques avant, et après il se fait très humble. Isso não vai livrar de haver depois negado Jesus. Algum tempo. Cela va, de toute façon, ne va pas l'empêcher quand même d'après de nier un petit peu sa connaissance avec Jésus quelques moments Mas o que après. Jesus queria com aquela ação? Mais qu'est-ce qu'elle était donc l'objectif de Jésus à ce moment, à cette action? Ele já havia dito várias vezes. Il avait déjà dit à plusieurs reprises, Se quereis ser o maior, si vous voulez être le plus grand,
que vos façais servos dos outros. Faites-vous le plus petit, les serves des autres. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Então nós vamos encontrar ele deixando a lição. Donc, on va le voir en proportionnant cette leçon, Efetiva, une leçon effective, que nós vamos ver repetida depois em Gandhi. qu'on va après, par exemple, voir répéter chez Gandhi. Est-ce que vous avez vu le film? Quando estão aqueles políticos tentando resolver a questão agora da Índia, que estava sendo liberada pelos ingleses finalmente. Le moment donné, quand il y a les politiciens qui essayent de parler, parce que l'Inde allait être libérée par des Anglais, etc. E chega o rapaz, provavelmente o garçom, para servir o chá. Et il arrive un serveur pour porter le thé. Ele pega a bandeja e dispensa o rapaz. Il prend le plateau et il dit au serveur qu'il peut partir. Olha para os políticos Il regarde les politiciens. e diz para eles: me perdoem por esse exemplo tão simples, Alors, veuillez m'excuser par cet exemple si simple, tão óbvio, tellement évident, e vai servir o chá para ele. et il va et il sert le thé à ces politiciens. Nós somos capazes de repetir o que Jesus fez? Est-ce que nous sommes capables de répéter ce que Jésus a fait? Quem viu ou conhece a história de Alexandria? Qui connaît l'histoire d'Alexandrie? Há filme chamado Il y Alexandria. a aussi un film avec ce nom. Foi a última biblioteca, o último bastião, não é, de estudo naquela época, que os cristãos queimavam todas as bibliotecas que eles encontravam. Os cristãos. C'était la dernière bibliothèque qui a été brûlée parce que les chrétiens ils brûlaient toutes les bibliothèques à l'époque. Et donc ça c'était la dernière à être brûlée. Não vou falar nomes, Je ne vais pas citer de noms, vou dizer só o fato. seulement le fait. Estão aquele bando de curas, padres. Il y a une série de prêtres. Parece que eles estão fazendo uma barreira, alguma coisa, tanque de água, alguma coisa assim. Ils sont là pour faire comme une sorte de barrière. Estão levando pedras, Et ils estão jogando pedras mesmo. carregando pedras, Ah, levando pedras para lá para fazer a barreira. Et ils amènent de pierres pour faire cette barrière. E deles diz para o outro: Et il y a un qui dit à l'autre, é porque nós temos que nos esforçar para imitar o Cristo. et il faut qu'on fasse des efforts pour imiter le Christ. E o outro diz assim para ele: que atrevido que você é! Quem somos nós para querer imitar o Cristo? Et alors, il y a l'autre qui dit, mais mais tu oses dire ça, mais nous, on n'est personne pour vouloir imiter le Christ. Esse que falou isso se tornou dos pais da igreja. Celui qui a dit ça est devenu un des créateurs, des fondateurs de l'Église. E com aquilo que ele estava falando, que foi a filosofia que prevaleceu, ele afastou todo mundo da proposta de Jesus. Et donc avec la philosophie qu'il a fait mener à cette époque-là, il a éloigné, qui c'était un peu comme celle qu'il a dit, il a éloigné tout le monde de la proposition de Jésus, de l'Église. A pergunta é: então por que Jesus veio? Alors, parce que la question à ce moment qu'on se pose, c'est alors pourquoi Jésus est venu? Se nós não podemos fazer o que ele faz. Si on ne peut o pas que ele faire la fez. même chose qu'il a fait. Se ele mesmo disse: podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda. Si lui-même il a dit, vous pouvez faire tout ce que je fais et encore plus. Então nós somos capazes. Alors nous sommes capables. Mas para nós conseguirmos, nós precisamos nos fazer humildes. Mais pour réussir, il faut qu'on se rende humble. Para produzir o humus que alimenta Pour produire ce humus qui se nourrit, a nós mesmos qui nourrit à nous-mêmes e ao nosso próximo. et à nos prochains, nos semblables. Porque aí então a nossa vida terá sentido. Parce que ce ne sera que à ce moment-là que notre vie aura du sens. E já não mais a dor e o sofrimento como até agora. Et ce ne sera plus seulement la douleur et la souffrance comme jusqu'à maintenant. Porque verdadeiramente nós estaremos agindo como irmãos. Parce qu'on va véritablement agir comme des frères. E seremos dignos de ser chamados filhos de nosso Pai. Et à ce moment-là, on sera donc digne d'être appelés les fils de notre Père.